Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 décembre 2024 pour votre émission d'une heure d'information et de divertissement sur Westrack Radio. Comme toujours, on commencera par se tourner vers la météo. Fera-t-il beau, fera-t-il chaud? Réponse dans un instant avec notre météo locale. Locale aussi avec notre flash info du jour. On retrouvera Margot au micro, suivi de notre flash national. Dans cette émission, nous allons pouvoir aussi retrouver une rencontre qui s'est déroulée au Sirius dans le cadre d'un automne abulé avec le sommet des dieux, une projection que Sarah a pu découvrir pour le micro de Westrack. Ce sera en deuxième partie d'émission. On retrouve comme toujours 3 événements à ne pas rater pour votre semaine. 3 événements qui se déroulent au plus près de chez vous. Et puis de la nouveauté aussi avec la découverte Ferrarock et Calicos et Baba Stills sont aussi au programme de cette émission. Aujourd'hui, le coucher de soleil est programmé à 17h01, ce qui signifie moins 1 minute de soleil sur votre journée. Cette fin d'après-midi s'accompagne de pluie. Pour aujourd'hui, température 9 degrés, équivalent de 9 km/h tourné vers le nord-nord-ouest pour votre fin de journée. En soirée, il y aura de belles éclaircies. La température va retomber à 7 degrés. Le ressenti devrait être plus frais. Il sera de 5. Pensez donc à bien vous couvrir. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h et sera tourné vers l'est-nord-est. Pour votre journée de demain, il vous attend aussi quelques rayons de soleil. Le soleil se lèvera à 8h38 et se couchera à 17h01. On perdra donc 1 minute de soleil. Dans la matinée, un soleil assez prédominant vous attend. Température 6 degrés, ressenti 5. La force du vent va osciller aux alentours des 5 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 83%. Dans l'après-midi, le soleil sera prédominant, température 7 degrés, ressenti 6, le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h, direction sud-sud-ouest. Enfin, en soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages, température 8 degrés, ressenti 6, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 13 km/h, direction sud-sud-ouest. On retrouve les informations locales en compagnie de Margot. Vous êtes aussi accompagné par les informations nationales en cette fin d'après-midi. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les informations locales du Havre et de ses alentours pour ce mardi 3 décembre. Le Havre, le festival Migrants Scène s'installe pour un soir au cinéma Sirius. L'association La CIMAD qui vient en aide aux étrangers et migrants sera présente mercredi 4 décembre à 20h30 au cinéma Sirius pour informer sur ses actions avant la projection du film documentaire Apprendre, présenté au dernier festival de Cannes, prix d'un billet d'entrée au Sirius. Montivilliers, la place Abbé Pierre sera rebaptisée au profit du nom d'une femme. Comme d'autres communes, la ville de Montivilliers souhaite débaptiser un espace public portant le nom de celui qui fut un des personnages préférés des Français avant d'incarner après son décès la violence faite aux femmes. Plusieurs noms seront proposés à la population. Rugby Fédéral 1, les Havrais s'imposent au forceps face à Beauvais. Pour sa dernière de l'année à domicile, le HAC n'a pas tremblé et s'est offert dimanche 1er décembre face à Beauvais un deuxième succès de suite au terme d'un match très accroché, 30-19. Saint-Romain-de-Colbosc, une première boîte à livres installée en plein centre-ville. Les habitants de Saint-Romain-de-Colbosc disposent désormais d'une boîte où ils pourront déposer ou se servir en livres gratuitement. Selon son succès, cette initiative pourrait donner lieu à d'autres installations similaires. Bolbec, le centre municipal de santé verra le jour avant la fin de l'année 2024. 3 médecins et un infirmier vont s'installer prochainement à Bolbec à la faveur de l'ouverture du centre municipal de santé, un projet hybride selon le maire qui pourrait attirer d'autres professionnels de santé. Priorité sera donnée aux personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Il est d'ores et déjà possible d'appeler la mairie pour être inscrit sur une liste d'attente. Merci de votre attention. Les informations continuent avec le journal national et international.
Bonsoir. La censure rendra tout plus difficile et plus grave. La mise en garde du Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée. Michel Barnier qui fait face à 2 motions de censure après son recours au 49.3 hier. Elles seront débattues demain à partir de 16h. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a lui fustigé tout à l'heure ceux qui s'apprêtent à jouer le destin de la France et des Français à la roulette russe. Pour lui, si la censure est votée, cela va précipiter la France dans une situation intenable. Une centaine de rassemblements partout en France des retraités. Ils se mobilisent aujourd'hui à l'appel de 9 organisations pour réclamer une juste revalorisation de leurs pensions et appellent le gouvernement à ne pas faire d'économies sur leur dos. Notez aussi que la CGT appelle à 2 jours de grève dans les ports. Ce sera les 9 et 10 décembre prochains pour dénoncer la réforme des retraites et ses conséquences pour les dockers. Dans l'actualité également, Gisèle Pelicot dans le classement des 100 femmes de l'année de la BBC. La chaîne britannique distingue la française dans sa catégorie politique pour être devenue un symbole de courage et de résilience, notamment après avoir renoncé à son droit à l'anonymat. Gisèle Pelicot, la victime des viols de Mazan, avait refusé le huis clos à l'ouverture de son procès, assurant que la honte doit changer de camp. À l'audience, les plaidoiries de la défense se poursuivent. Le verdict est attendu le 20 décembre. En Corée du Sud, la loi martiale vient d'être décrétée par le président. Décision surprise dans un contexte de blocage politique. Le dirigeant explique vouloir protéger le pays des forces communistes nord-coréens, mais aussi éliminer les éléments hostiles à l'État. Conséquence, toutes les activités politiques sont désormais interdites. Et dans la foulée de cette allocution télévisée, le Parlement sud-coréen a été placé sous scellé. Et puis Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron mettent fin à leur carrière. Les 2 patineurs champions olympiques de danse sur glace à Pékin l'annoncent cet après-midi. Après des mondiaux victorieux à Montpellier en 2022, le couple avait décidé de faire une pause. Et c'est la fin de ce point sur l'actualité de cet après-midi. Bonne fin de journée, à notre écoute. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Une collecte de Noël solidaire est proposée aujourd'hui afin d'offrir des colis solidaires de Noël au Resto du Cœur. L'association Pour un sourire LH recherche des jouets et livres neufs ou d'occasion pour enfants. Le point de collecte se déroule toute la journée au 137 rue de Paris. Contact immobilier Léopoldine 8 Parvis Saint-Michel. Vous pouvez envoyer un petit mail directement à l'adresse pourunsourireLH@gmail.com si vous avez besoin de plus d'informations. Un concert Rock Symphony Voices, nouveau programme impressionnant avec un orchestre symphonique et un groupe de rock, un chœur et des chanteurs virtuoses qui sont réunis sur scène. C'est au Carré des Docks à 20h ce soir. Il est encore possible de réserver, tarif 39 à 79 € selon votre place. Un vide-grenier qui se termine ce soir avec le Père Noël vide-grenier à l'invitation du Lions Club Le Havre en Seine. Le Père Noël vide-grenier, jeux, jouets, livres, décorations de Noël et layette se déroulera samedi 7 décembre de 10h à 18h30 à la salle François 1er du Havre. Tarif 10 € à la table de 2 mètres. Une action profit du cancer pédiatrique. Il est encore possible de réserver jusqu'à ce soir au 06 80 21 83 87 ou directement à l'adresse mail lclehavrescène@gmail.com. Il est 17h07. Merci d'écouter le Magal Ouest aujourd'hui pour ce mardi 3 décembre. On retrouve notre découverte Ferrarock du jour, suivi de notre reportage avec Camille qui s'est rendue au lycée Schumann lors du projet Graines d'Euroreporter. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Mike Strauss, In the Dark, est sorti le 22 novembre 2024 chez Air Ritmo. Mike Strauss sait bien qu'il est possible de trouver de nombreuses histoires sur la route. Âme itinérante, au cours de ses 40 années, Strauss s'est toujours promené de loin en loin, sa curiosité étant piquée par les rencontres et les cultures. C'est l'un de ces voyages qui a façonné le son et les histoires de son premier album, Thousand Wave, 6 mois de voyage au cœur des États-Unis, sa patrie maternelle, de Duluth à la côte de la Louisiane, en passant par le Missouri. I've been the whole world around, thinking I'd find safer ground. I know that you were watching a little while
never understand. We lost our heart at sea, little one. If you wanted to. Bad river, bad river, bad river. Bad river, bad river, bad river. Bad river, bad river, bad river. Bad river. You were a mystery to me, said no one of us is free. You went to try your soul and you lost control. Send me tears so I can cry, sailing down I-95. I know that you are watching, little one. In my dreams there are no lies, only memories alive. Sweet, sweet songs that make you strong. Bad river, bad river, bad river. 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 In the Dark est une collection de chansons Strange Folk DIY traitant de la perte, des signes du changement de l'avenir, de l'aventure infinie qu'est le dressage de nos bêtises intérieures. Fabriquée dans un grenier, In the Dark évolue vers les rivages d'un folk divergente, à la fois romantique, dur et drôle. At the forest edge, shadow moves you, eyes that look for true, modern animal. Beasts see the signs of times and fine lines. Forgive me if I don't always see your pain. Forgive me if sometimes I live in vain. So long, son.
So long, wild waves of the West Coast. Forgive me if this time alone I'm moving on. Time will come, we'll meet the judge. Trees be burned like dead, dressed up to dance. Like dead, dressed up to dance. Dance for the dead. Dance for the dead. All in my head, dance for the dead. All in my head, dance for the dead. It's what Nixie said, dance for the dead. All in my head. A shelter was born where friends could mourn. You could leave the pain at the forest edge. Yeah, we read our hands. They were like our land. Every root and every lobe, every branch and every stone. You knew more, way more than love alone. So long, summer songs, lynxes, bears, and fawns. Forgive me if sometimes we all lived in vain. Dance for the dead. It's in my head, dance for the dead. All in my head, dance for the dead. What Nixie said, dance for the dead. It's in your head. Sur scène, Strauss et ses chansons font chaud dans le dos. Avec une tignasse de cheveux indisciplinée, Strauss scrute tel un sage fou qui livrerait des récits de par à l'horizon, fixant son public d'un regard bleu d'acier. Il y a une réelle connexion et conviction dans sa voix, superposée à sa guitare baryton, acoustique et à la section cordes, chœur et autres sons étranges comme un verre de cristal joué par Jennifer et Maeva. In the Dark, c'est le nouvel album de Mike Strauss, sorti chez R Ritmo, album partenaire avec la Fédération des radios associatives de musiques actuelles, la Ferrarock, jusqu'au 8 décembre prochain. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Camille s'est rendue au lycée Schumann dans le quartier Cocrioville à la rencontre des collégiens et des lycéens qui participaient au projet Graines d'Euro-Reporter dans lequel ils ont pu rencontrer les acteurs locaux de notre ville. C'est un reportage donc signé Camille pour Westrack. Dans le cadre du projet Graines de Reporter au lycée Schumann, projet qui permet de transformer des collégiens de la région havraise en apprentis journalistes. Nous partons à la rencontre de différents intervenants et nous commençons par un trio d'élèves de prépa. Nous sommes Adrien, Maxime, Elina. et nous sommes étudiants en prépa PTSI. On fait beaucoup de physique, beaucoup de maths, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Donc on aime bricoler et vérifier que ça marche. Ok, et à propos du projet qui est aujourd'hui en place à Schumann, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, vous, votre action à l'intérieur ? Le projet Graines d'Euro, le but c'est qu'on donne l'accès à des jeunes pour qu'ils comprennent un peu mieux la presse. Dans notre cas, on est allé dans le collège d'à côté, le collège Vallès, et on leur a expliqué comment fonctionnait un article de presse et pourquoi pas comment en refaire un.
Ok. Et aujourd'hui, il y a des interviews qui sont faites. Du coup, vous allez être interviewé, si j'ai bien compris. Il y a une espèce de... En effet, il y a les jeunes du collège Jules Vallès et d'autres collèges du Havre. Ils ont interviewé différentes personnes au lycée Schumann, que ce soit des étudiants comme les gens de notre classe ou d'autres intervenants. On a par exemple des gens qui viennent de la centrale de Paluel, qui est une centrale EDF. Et leur but, c'est de travailler, de faire une interview, de pouvoir la mener, un peu comme votre travail aujourd'hui. Ok. Et par rapport à vous, votre place, quand vous leur avez appris, ça a été comment en fait, votre petit atelier apprentissage? Bien, d'abord, on s'est renseigné sur le sujet. On a appris comment a été construit ces articles de presse sur les actualités. On a regardé quels étaient les codes qu'utilisaient les journalistes pour les écrire. Et ensuite, on a pu créer une présentation pour avoir un aspect visuel de ce qu'on voulait présenter. On a pu présenter en petits groupes, et en groupe de 2, nous en prépa, pour présenter à un groupe de 3 à 4 jeunes collégiens. On a d'abord fait une phase où on leur expliquait comment étaient construits ces articles, puis une seconde où on les a aidés sur leur orientation, ou les questions qu'ils pouvaient nous poser, tout ça pour qu'ils puissent écrire un article. Et il me semble qu'ils vont être corrigés par nous-mêmes. Alors, cette année, c'est le thème choisi, c'est le partage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus dans ce projet? Comment ça s'est passé? Bien sûr. En termes de partage, nous, les étudiants, on est allés voir des collégiens ou même des lycéens, et leur but, c'était comme l'a pu le dire Adrien, de leur transmettre des connaissances. On a aussi abordé notre orientation, un peu nos parcours. Le but, c'est pas forcément de les guider, mais de leur donner des possibilités ou des exemples de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est en ça que le partage est bien visible. Je pense que à l'heure actuelle, les jeunes collégiens ou lycéens sont peut-être moins intéressés par la science, parce que j'ai pu remarquer. Et notre but, c'est pas de faire de la propagande, mais qui voient qu'on est enthousiaste, que même si on travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait, et que les maths, la physique, c'est pas forcément très dur au final, c'est plus enthousiasmant dans le sens où après ce dur labeur, il y a quelque chose de bien, et la science, c'est cool, et pour le monde, pour le développement, on en a besoin. Ok, partagez un peu votre expérience d'étudiant. Ça rentre aussi dans le cadre, donc on avait dit des cordées de la réussite, et il y a un projet qui arrive dans quelques temps qui est à propos des femmes de sciences, où il y a plusieurs filles de notre classe qui vont y participer, et ça vient vraiment mettre en valeur les femmes dans la science. En gros, elles prennent pas beaucoup de place, généralement. J'ai cru voir dans la classe qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Non, on est un quart, même pas... Dans cette cordée, l'un des buts, en fait, c'est vraiment de promouvoir les sciences auprès des femmes. En tout cas, pour cette cordée-là, et d'aller sensibiliser les plus jeunes. On va aller au collège, ou au lycée, c'est un peu moins le cas, mais plus au collège, pour essayer de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des sciences, qu'elles ont le droit d'en faire, et que si ça les intéresse, qu'elles y aillent, parce que c'est très amusant. Donc c'est encore le partage de votre expérience. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des défis à surmonter pendant le projet un peu graine de reporter, si on revient un petit peu là-dessus, par rapport à vous, votre pédagogie pour apprendre aux autres? Alors bien sûr, c'est un vrai challenge, puisque on apprend dans l'occurrence des collégiens, donc c'était une classe d'âge qui est très différente, où on doit se mettre à leur niveau, on fait de la vulgarisation, et donc on doit vraiment choisir nos mots, choisir nos façons d'expliquer, trouver de bons exemples, et en fait on est à la place du professeur, et c'est un vrai challenge, oui, de trouver les bons moyens de faire comprendre facilement et de façon claire à notre public. Je trouve aussi que ça nous aide, nous, à prendre confiance en nous, parce que moi je trouve que avant de faire ce genre de choses, de participer à des projets, expliquer à des jeunes, et on se rend compte qu'en fait on est doué, on a des compétences, et il faut avoir confiance en soi en fait. Plus que ça, je pense que c'est aussi une partie de notre formation. Pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a compris, c'est une forme de compréhension aussi, peut-être légèrement supérieure à juste l'avoir compris. Et oui, ça nous permet de soit transmettre des compétences, soit transmettre simplement le besoin auquel on veut répondre. Et je pense aussi que ça nous apprend une certaine forme d'humilité. Ça nous apprend surtout à partager en toute simplicité et à écouter aussi les autres. Donc pas les juger s'ils ont des questions simples, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Tout à fait. Donc ce que vous avez appris en général, c'est un peu la pédagogie entre nous. C'est ça, et le partage. Donc, trop chouette. Ça va, parce que ça marche dans les deux sens. C'est dans le thème du coup. Et étant donné que nous sommes nombreux à avoir appris ça, ça fait qu'on est aussi nombreux à être nos propres professeurs. Eh bien, merci à vous trois pour votre partage d'expérience au sein du projet Graines de reporter.
Maintenant, nous allons à la rencontre de Claire qui, elle, s'est fait interviewer par les collégiens. Elle va nous parler de son association ainsi que les défis qu'elle a rencontrés aujourd'hui. Alors du coup, moi, c'est Claire Vépierre. Je suis en ancienne étudiante en fait du lycée Schumann. Et donc, le concept de graines de reporter, je connais très bien. J'ai été à cette place-là il y a quelques années. Et ça fait très étrange de se retrouver derrière, du coup, je comprends. La barrière. Et aujourd'hui, du coup, je suis là pour parler d'une asso pour laquelle je suis bénévole. Et en même temps, je travaille, qui s'appelle Je donne ma perruque. Et qui est un super beau projet solidaire et en plus économie circulaire. Donc, on adore. Ça, c'est super chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus détaillé parce que moi je ne connais pas et les auditeurs non plus, je pense. Bien sûr, alors Je donne ma perruque, c'est une fabuleuse aventure qui a commencé par 2 femmes et maintenant on est à peu près une quinzaine de bénévoles. Elle a 10 ans. Maintenant, l'asso. En fait, le projet est très très simple. On récupère des perruques qui ont appartenu à des personnes qui ont eu un cancer ou qui juste n'en ont plus besoin parce que leurs cheveux ont repoussé. Et en fait, on les récupère, on les remet à neuf et en fait, on les redonne gratuitement via notre site internet. Donc déjà, de 1, c'est éco-responsable et de 2, ça permet à des personnes qui n'ont pas accès aux perruques qu'elles aimeraient parce que ça a un coût et tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale d'avoir une perruque qui leur plaît et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. C'est beau, c'est un très beau projet. Et donc là, à partir de ce projet, tu as été intervenante, le thème choisi c'était le partage. Est-ce que toi tu peux me définir un peu quel est le partage pour toi et dans ce cadre-là, dans ta vie quotidienne, dans ce projet parler du partage, quoi. Ok, alors pour moi, le partage, c'est vraiment un mot qui est un peu central, je trouve, en tant qu'humain. En fait, on est un peu obligé de partager dans notre vie quotidienne, ou en tout cas, même quand on n'a pas toujours le choix, on est obligé d'avoir un système de partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est important de penser du coup aux valeurs de partage, que ça soit de connaissances, de compétences, ou comme là, avec l'asso côté plutôt solidaire. Et c'est vrai que Graines Reporter aujourd'hui, c'est c'est vraiment l'occasion de partager aussi des projets, des carrières pour certains quand c'est leur métier qu'ils partagent et peut-être de partager aussi des vocations. Ouais, carrément. On ne sait pas, ça c'est la surprise. Et est-ce que tu as eu des défis aujourd'hui un peu en étant interviewé par les jeunes, de fait de revenir aussi ici comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, je dirais que le défi, c'est vraiment d'essayer de transmettre de la façon la plus simple possible. En fait, de les aider un petit peu à prémâcher leur article, à leur donner les éléments importants sans trop d'éléments de langage galvaudés, parce que c'est vrai que des fois nous on est à fond dans notre domaine et en fait on sort plein de mots et que n'ont pas du tout le sens et voilà, et d'essayer de faire les choses simplement et en fait faire les choses simplement, je pense que c'est ça aussi le partage. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Et ça t'a appris toi quelque chose aujourd'hui de venir à la rencontre des jeunes, qui est cool. Ouais, de retravailler mon esprit synthétique, déjà c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis encore une fois d'être aussi dans la transmission de ce que c'est aussi l'économie solidaire, ouais. Le fait d'aider aussi des personnes qui sont dans le besoin, que ça soit via une asso ou même dans le quotidien, c'est bête, mais aider quelqu'un à traverser la rue, c'est quand même déjà aider. et voilà, ou même des fois, juste quand je reçois un mail et qu'il y a une personne qui me dit merci beaucoup pour votre aide pour la perruque, juste de savoir que j'ai aidé et d'avoir un beau sourire, et c'est mon petit cadeau du samedi matin quand je travaille. Ça fait plaisir. C'est clair. Et bien super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver, il y a des réseaux, un site internet peut-être Ouais, bien sûr. Alors en fait, Je donne ma perruque, qu'on appelle communément JDMP entre nous, est disponible sur du coup Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. On fait des ateliers aussi sensibilisation, dépistage du cancer du sein et cancer masculin, donc testicules, etc., prostate. Régulièrement, on donne des conseils d'autopalpation. Pensez à vous autopalper, c'est hyper important. Et du coup, on a un autre site internet, je donne ma perruque.com, où on peut retrouver toutes les perruques, les infos sur nous, etc. Trop chouette. Eh bien, merci à toi en tout cas pour ce beau partage, et allez voir ce site si vous en avez besoin ou si vos proches en ont besoin. N'importe, mais en tout cas, notez-le, que ce soit pour la prévention ou pour les perruques, ça peut être nécessaire à n'importe qui dans votre entourage. En tout cas, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui au lycée Schumann.
Merci à Camille. Après ce reportage, c'est le retour de la musique avec deux nouveautés, Calicos et Baz Baz Stills. Mais restez avec nous puisque juste après, c'est Sarah qui nous propose aussi un reportage à la rencontre au Sirius du sommet des dieux dans le cadre d'un automnabulé. What gets me down? The color is blue. I wear my paper crown. Am I still chasing the dream? Chasing the dream? Is it chasing me? It poisons me like a snake bite. It can all blow up now. The time is right. Am I still chasing the dream? Chasing the dream? Is it chasing me? Oh, I don't wanna change it. Well, I don't wanna change it. It's been changing me. Maybe all I've got to feel is a face in the mirror. My reality feels so thin, I can't give I shook off my fractured recollections, a shadow slipping out of sight. It can all blow up now. The time is right. Am I still chasing the dream? Chasing the dream? Is it chasing me? I don't wanna change it. Well, I don't wanna change it. It's been changing me.
that you move, the way that you smile. It's a lonely world. Can't believe I met someone like you. Hey baby, when midnight strikes, it's just us two. 'Cause I believe in love, I believe it to be true if you go for it. I believe in love, I believe in all the silly things. Hey baby, won't you make it alright? Please save me, I might do it again. 'Cause I'm a dog, I'm a die. It's a crazy world, can't believe it most of the time. Still baby, when midnight strikes we're feeling fine. 'Cause I believe in love, I believe it to be true if you go for it. I believe in love, I believe in all the silly things. I Believe in Love de Babaz Steel, c'est une nouveauté qui nous vient de Stockholm en Suède pour de la pop. Ça vient tout juste d'être ajouté dans la playlist West Track. Rencontre Sirius avec Le Sommet des Dieux dans le cadre du festival BD organisé par les bibliothèques du Havre. Un automne à Bulle, c'est tout de suite. Sarah s'est rendue au Sirius à la rencontre du réalisateur du Sommet des Dieux. Hello, c'est Sarah sur West Track et aujourd'hui on se retrouve au Sirius dans le cadre d'un automne à Bulle pour la projection du film d'animation Le Sommet des Dieux. Une projection accompagnée d'un ciné-débat avec le producteur du film, Jean-Charles Ostorero, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Jean-Charles Ostorero. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui pour échanger autour de votre film d'animation, mais avant ça, pouvez-vous vous présenter brièvement pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ? Bah écoutez, oui, vous avez tout dit, je suis Jean-Charles Ostorero, je dirige une société qui s'appelle Julian Film depuis 1989, donc c'est assez ancien. Et j'ai eu le plaisir de lire les 5 mangas de Jiro Taniguchi, Le Sommet des Dieux. Et voilà, après quoi je suis entré en négociation avec les éditeurs et les auteurs pour acheter les droits d'adaptation, puis d'autres producteurs m'ont rejoint, société Folivari à Paris et société Mélusine au Luxembourg. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre film d'animation, comme je le disais, Le Sommet des Dieux. Un film qui nous conte un mythe, l'histoire des premiers ascensionnistes de l'Everest. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots ? Alors, oui, il y a effectivement plusieurs histoires dans l'histoire du Sommet des Dieux et qui reposent sur une histoire véridique qui est effectivement la disparition de la cordée de George Mallory et Irvine en 1924. Puisqu'ils sont partis à la conquête du sommet, ils étaient au dernier camp, et ils devaient atteindre le sommet dans la journée, redescendre. Et puis Noël Odell, qui était au camp, les surveillait à la jumelle. Et puis à un moment, il y a un nuage qui est apparu. Ils ont disparu de sa vue à jamais, puisque quand le nuage est parti, ils n'étaient plus là. Et ça fait un siècle, depuis, ça c'est en 1924, donc ça fait 100 ans maintenant, que le plus grand mystère de l'Everest et de l'histoire de l'alpinisme mondial survit à ça, puisqu'on a retrouvé en 1999 le corps de George Mallory. C'est un grand alpiniste américain, Conrad Anker, qui avait monté une expédition pour le retrouver. Ils l'ont retrouvé, malheureusement. Il n'y avait pas l'essentiel avec lui, c'est-à-dire le petit appareil photo qui pourrait lui-même détenir la vérité à la condition qu'ils soient allés au sommet et qu'ils aient pris des photos au sommet. Donc voilà, tout ça est très aléatoire, mais il n'y avait pas l'appareil photo. On n'a toujours pas trouvé l'appareil photo. Et il y a un mois et demi, une autre expédition américaine menée par Jimmy Chin a retrouvé un pied avec la chaussure et une chaussette avec écrit Andy Irvine dessus, donc le deuxième, mais on n'a que le pied et il n'y avait pas l'appareil photo dans la chaussure.
Un mythe que vous avez décidé d'exploiter. Je vous propose qu'on se penche un peu plus sur les significations du film, qui mélange de nombreux thèmes, comme l'alpinisme, la quête de vérité, mais aussi de gloire, de soi. Alors dans le monde de l'alpinisme, les passionnés comme Abu Jogi, personnage du film, ou Mallory cherchent à s'accomplir. Selon vous, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour toucher l'infini, pour atteindre leur sommet qui a quelque chose peut-être de personnel ? Alors, ça, c'est une question absolument à laquelle il est très très compliqué de répondre parce que je pense que, pour avoir fait un peu d'alpinisme moi-même, surtout quand j'étais jeune, puisque j'ai découvert un petit peu l'alpinisme, enfin l'alpinisme c'est un bien grand mot, mais l'escalade, les rochers, quand j'étais très jeune à Chamonix. Et je pense qu'après, effectivement, j'ai couru après une espèce de rêve comme ça, mais ça n'a absolument sans aucun rapport avec ce qui peut animer un grimpeur qui cherche un exploit suprême dans l'Himalaya, etc. Mais je pense que chacun a sa propre motivation qu'il va chercher n'importe où, on ne sait pas. Comme on dit à la fin du film, on dit à la fin que voilà, il n'y a pas de réponse à ça, que chacun a sa propre réponse et que Abu Jogi comprend qu'il suffit d'être là pour avoir sa propre réponse et qu'une fois que le sommet est atteint, eh bien, il n'y a plus qu'à continuer. Vous parliez du personnage de Abu, d'ailleurs, on va en parler. Le film montre un homme qui est presque dévoré par son obsession. Est-ce que vous voyez cette quête pour l'Everest comme une forme de fuite, une fuite de soi, du monde ou peut-être de la réalité elle-même ? Alors, bon, Abu, c'est un personnage de fiction, même s'il a été inspiré à Bakuyo Mamakura, l'auteur du roman d'origine, et Jiro Taniguchi, par un grimpeur japonais. Est-ce que Abu Jogi est plus animé de passion folle et dévorante qu'un autre ? Pour les besoins de la fiction, oui, évidemment, parce qu'il fallait quelqu'un qui ait cette force de caractère exceptionnelle pour survivre à tout ce à quoi il survit, et un caractère horrible, parce que c'est quasiment quelqu'un d'absolument associable, au moins au départ. Et d'ailleurs, toute sa vie n'a été que conflits sociaux, quasiment, dès son plus jeune âge. Dans le club d'alpinisme du Japon, il était déjà très très mal vu parce qu'il il faisait absolument aucune concession et ne supportait pas le laisser aller. Il aurait voulu quelque part que tout le monde partage cette même folie et cette même envie, cette quête de l'absolu. Mais comme on disait tout à l'heure, chacun a ses propres motivations. Les siennes étaient juste complètement dingues et complètement bien plus élevées que toutes celles des autres. On parlait de passion, et tout à l'heure on parlait également donc de l'histoire des premiers ascensionnistes de l'Everest, qui est un mythe qui résiste au temps. Le film remet en question une vérité historique autour de l'ascension de l'Everest en 1924. À travers cette quête du Kodak Vest Pocket, vous semblez suggérer que l'histoire pourrait être réécrite. Est-ce que, selon vous, les mythes sont plus puissants que la vérité elle-même, et pourquoi avons-nous besoin de croire à ces légendes ? Alors là, c'est une drôle de question qui pourrait nous prendre la soirée entière. C'est même plus qu'une question, c'est un véritable débat que vous posez. Oui, un mythe a forcément plus de puissance que la vérité. Sinon, ce ne serait pas un mythe. Et je crois en effet que le public, tout le monde a besoin de quelque chose qui est au-delà de la vérité et au-delà du sommet, d'une certaine manière. Le sommet est une chose, mais quand on est arrivé au sommet, c'est qu'on disait au début, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, si on continue, on cherche quelque chose de plus que la réalité d'avoir atteint le sommet. Et personne dans les grands grimpeurs se satisfait d'une victoire et d'un sommet. Et moi, je voudrais dire juste deux mots sur quelqu'un qui en ce moment, en fait beaucoup parler de l'Everest, et notamment énormément auprès des jeunes. C'est Enoch Stag, qui, effectivement, avec ce qu'il a fait, et à l'âge où il le fait, et avec l'audience qu'il a, véhicule un discours sur la passion. On pouvait ne pas lui soupçonner initialement. Et ça, c'est très très bien. Moi, je suis très heureux. Les jeunes qui voient le film d'Enoch Stag soient
en ce moment, et pour 4 ans, confronté aussi à la vue du Sommet des Dieux avec le programme des écoles, des collèges, puisqu'on est le seul film qui est pendant ces 4 années sur les 2 publics, donc le public jeune de collège, puis moins jeune des lycées. Donc ça veut dire qu'on a toute une génération de 11 à 17, 18 ans qui va pouvoir voir ce film. Qu'il puisse avoir les 2 facettes et les 2 visions finalement d'une même passion, je trouve ça assez bien, assez fort. Voilà, je trouve qu'à la limite, ça serait presque sympa que les publics se rencontrent. Mais de toute façon, ils se rencontreront forcément puisqu'ils ont le même âge. Donc, s'ils ne se rencontrent pas physiquement, ils se rencontreront d'une manière différente. Un message fort pour la jeunesse, une passion qui se transmet. Ce dont on n'a pas parlé, c'est de votre point de vue, en tout cas, sur l'Himalaya en lui-même. Les paysages sont vraiment d'une beauté irréelle et pourtant, ils incarnent aussi une violence terrible. Qu'est-ce que l'Everest représente pour vous en tant que producteur ? L'Everest, en tant que producteur du film, un des producteurs du film, évidemment, c'est l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, c'est une marque mondiale. La preuve, c'est qu'Inoxtag, quand il veut faire de l'alpinisme, il choisit le but ultime, c'est l'Everest, évidemment, c'est d'aller au sommet. Mais il a quand même fait le parcours en commençant par des petits sommets dans les Alpes, en tout cas pour se préparer. Il n'est pas allé comme ça, donc l'Everest, effectivement, ça a toujours attiré, y compris et surtout les Anglais au début du siècle dernier, puisque dans l'Himalaya, c'est assez rigolo, parce que chaque nation avait, d'une certaine manière, sa chasse gardée. Les Anglais se sont attribués le plus haut sommet des dieux avec les différentes expéditions de 1921, 1922 et 1924 de Mallory. Mais les Italiens étaient au K2, par exemple. Les Français à l'Annapurna. C'est assez amusant de voir qu'il y avait c'était une espèce de bataille internationale autour de ces différents 8000 qui sont dans l'Himalaya. Et c'est vrai que l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Donc, à partir de là, ça attire un monde fou. Et on peut aussi le regretter parce que c'est un énorme business, l'Everest. Voilà, et ça devient un peu catastrophique du point de vue écologique, même parce que le camp de base, c'est un tas de détritus. Vous en parliez, l'Everest, dans ce film, ça devient un lieu où la passion humaine entre en collision avec des forces naturelles incontrôlables. Alors, à travers la mise en scène de ces ascensions, quelle réflexion voulez-vous susciter sur la relation entre l'homme et la nature ? Est-ce que c'est plutôt une lutte, une communion ou simplement une confrontation avec ce qui est inaccessible ? Si on va à l'Everest, c'est qu'on pense pas que ce soit inaccessible, sinon on le ferait pas. Après, il y a des choses, on peut aller à l'Everest avec des Sherpas, entouré d'un maximum de sécurité, avec des bouteilles d'oxygène, j'allais dire dans un certain confort, c'est pas vrai, parce il peut pas y avoir de confort, même à 8000 mètres, même avec une bouteille d'oxygène, c'est pas très confortable. Donc non, c'est pas vraiment pas le terme, mais en s'entourant du maximum de protection, quoi. Et puis il y a aussi les gens comme Abou ou comme d'autres plus anonymes, qui font des sommets absolument incroyables, tout seuls, qui eux sont vraiment confrontés au pire, c'est-à-dire qu'ils jouent en permanence avec leur vie, quoi. C'est une drôle de confrontation. Est-ce que c'est une lutte interne ou une lutte avec la montagne ? Je ne sais pas, je crois que c'est plutôt une lutte interne parce que la montagne, elle est là, elle bouge pas et elle gagne souvent. C'est vrai, il y a quelque chose d'ordre de préparation mentale, de passion aussi. Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous aimeriez que le public emporte avec lui ce soir ? Oui, s'il y a un message que j'aimerais que le public emporte avec lui, c'est qu'on a tous, et à commencer par Patrick, et puis tous les énormes talents qui ont travaillé autour de lui, ont réussi. Vous savez, quand j'ai commencé la production du film, moi j'avais deux impératifs quasiment que je m'étais imposé et que peu à peu, je pense, j'ai réussi à transmettre aux différentes équipes. C'est ne pas décevoir les montagnards eux-mêmes avec ce film. Pour moi, c'était primordial. Et je pense que de ce point de vue, on a très très bien réussi dans la mesure où le film est devenu un film classique du cinéma de montagne. Mais vraiment, moi, je l'ai mesuré en quelques semaines, quoi. Et secondo, ne pas décevoir les lecteurs et les admirateurs de Jiro Taniguchi.
de ce point de vue-là, je pense aussi que c'est une réussite, puisque moi j'ai accompagné le film dans ses sorties à Tokyo et à Kyoto, et le film a été très très bien accueilli par les Japonais eux-mêmes, par les éditeurs, les ayants droit de Taniguchi, puisque malheureusement, et ça c'est mon grand regret, Taniguchi est mort pendant la fabrication du film et n'a jamais pu voir le film terminé. Jean-Charles Storero, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais C'était un vrai c'est moi plaisir. qui vous remercie. C'est très agréable de parler. C'est toujours très agréable de parler du film, de toute façon. En tout cas, j'ai très hâte de le voir ce soir et le public aussi d'ailleurs. J'espère que la salle sera pleine. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer, Ouais. comme quand on arrive au sommet. Carrément. Merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une très belle écoute sur West Track Radio. Merci à vous. Alors, moi j'avais peut-être une petite question à la salle, par curiosité, de savoir qui a lu le manga de Taniguchi, juste pour voir un petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va pouvoir parler. Bravo. On va pouvoir parler aussi adaptation avec le public. Bon, peut-être venu ici parce que vous avez lu le manga ou parce que vous avez vu le film déjà? Les lecteurs du manga ou lectrices. C'est vrai? Très bien. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Alors, vous avez passé un très bon moment, parce que moi je l'ai vu, le film. Si vous avez terminé, on peut se retrouver peut-être après. On a plein de choses à dire. Donc, on se retrouve après. Hein. Je vous souhaite une très bonne projection et merci quand même d'avoir été si nombreux parce que je ne m'attendais pas avec une condition météo pareille à ce qu'il y ait autant de monde. On ne maîtrise pas tout en montagne. Et dans les ports non plus d'ailleurs. On se retrouve après le film pour un échange. Très bon film à vous et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après? Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer. Abou Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça. Jamais d'adresse, jamais de mots, jamais de signature. Pourquoi vous cherchez à bout? Ce mec se planque. À quoi tu joues, là? Tu sais peut-être tout ce type, mais à quoi ça te sert? L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais. Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest. Je rigole. Personne ne peut faire ça en hiver. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, surtout pour lui. Ici Conbas, vous me recevez? Vous êtes en retard sur l'horaire, l'orage sera là-haut avant vous. Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Kamashi, réveille-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est la première fois que je suis allé au CNC pour demander un peu d'argent pour développer le sommet des dieux. La personne qui était censée pouvoir m'en donner ou pas m'a accueilli en me disant alors c'est vous le fou qui voulait adapter Taniguchi au cinéma. Donc, bon, j'ai commencé assez mal, mais et en réalité effectivement j'ai compris pourquoi, et même au Japon après quelques années après quand le film est sorti et que j'étais à Tokyo et à Kyoto pour une sortie japonaise, les Japonais eux-mêmes ne comprenaient pas comment nous, simples petits Français, on avait osé faire une adaptation de Taniguchi parce que ça leur paraissait absolument impossible. Et c'est vrai que c'était impossible si on veut faire du Taniguchi au cinéma. Mais on n'a jamais voulu faire du Taniguchi au cinéma, on a juste voulu adapter un texte, une histoire
effectivement une espèce de psychologie qu'il y a autour de cette histoire de la montagne, et cette philosophie qui émane de ce personnage qui était lui-même Jiro Taniguchi, empreint totalement de gentillesse, de bonté, de grandeur, de vue et d'âme, à qui je voulais qu'on rende hommage à travers ce film, surtout après le 11 février 2017 où il a disparu. Et parce qu'en fait, il a suivi le projet au début. En tout cas, il était en relation avec vous, enfin vous étiez en relation avec lui, pour lui montrer l'avancée du projet. Donc il était... Alors oui, on a été en relation, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 ou 3 fois avant qu'on commence, parce qu'il s'agissait d'acquérir sa confiance. Déjà, c'était pas gagné. Hein. Vous l'avez rencontré, c'est ça? Oui, on a 3 reprises, mais à Paris, chaque fois, parce qu'il venait assez souvent à Paris. Parce qu'il y avait le festival d'Angoulême, et puis la France était un peu le pays qui l'a aussi fait éclore d'une certaine manière. Il avait presque plus de succès en France. Pas presque, carrément beaucoup plus de succès en France, en Belgique, au Luxembourg, enfin tous les pays francophones concernés par ce qu'on appelle la BD franco-belge. Il était très inspiré par Méliès, et Taniguchi, oui, il n'a pas vu grand-chose malheureusement, puisque, en tout cas, il n'a pas vu une image animée. Voilà. Alors après, se dire aujourd'hui, est-ce que ça lui aurait plu? Moi, j'ai la faiblesse de penser que oui, mais en même temps, on ne saura jamais. On ne saura jamais. De toute façon, il l'aurait jamais dit, même si ça ne lui avait pas plu. Parce qu'il était tellement respectueux du travail des autres artistes qu'à partir du moment où il avait cédé ses droits et transféré d'une certaine manière son art du manga à quelqu'un, en l'occurrence le réalisateur, les auteurs qui travaillaient sur ce film, voilà, après advienne ce qu'advienne, advienne ce que pourra, il avait décidé, donc il respectait ça, quoi. Alors, peut-être qu'il y a des questions à la salle, oui. Moi, j'ai une question qui est sur le choix de l'animation. Est-ce que vous avez su dès le départ que vous alliez partir sur un film d'animation, ou est-ce que vous avez envisagé à un moment de le faire en prise réelle? Non. Non, jamais. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on adaptait un manga, donc qui est un dessin. Moi, j'ai toujours considéré que le travail d'un dessinateur transféré en prise de vue réelle, ça donne jamais la même chose. Quand j'étais moi-même gamin, que je regardais Tintin, je préférais les dessins animés aux films en prise de vue réelle. Donc, mais ça n'empêche pas, hein, on peut faire de très très bonnes choses. En plus, je pensais vraiment que le dessin animé était d'une manière de rendre hommage à Taniguchi plus importante que la prise de vue réelle. Il avait déjà été adapté une fois en prise de vue réelle, un film qui s'appelle Quartier lointain. Il l'a jamais dit, mais je pense pas qu'il ait été très très satisfait de l'adaptation. Donc oui, c'est un choix délibéré dès le départ. Et en plus de ça, tourner dans la neige, c'est quelque chose d'exceptionnellement difficile. En cinéma, on refait 50 fois la même prise. Quand vous faites 50 fois la même prise sur la neige, il faut à chaque fois nettoyer, enlever les traces. Non, c'est invivable. Est-ce que aussi ça ne permet pas d'avoir une certaine distance ou une certaine poésie en plus, l'animation, par rapport au live? Alors si, bien sûr. C'est une évidence que ça fait travailler l'intellect beaucoup plus qu'une image qui est réelle, donc vous la prenez comme elle est. Et mon fameux public montagnard n'a pas une grande passion pour les gens qui viennent planter des caméras dans leur domaine et qui leur renvoient leur
propre image. Donc ce film a aussi beaucoup plu aux montagnards, justement parce qu'il leur laissait une part d'imaginaire qui leur permettait, en effet, non pas forcément de s'assimiler à ce qu'ils voyaient, mais à comprendre qu'on ne vous montre pas forcément et que, par exemple, quand Fukamashi est en train de perdre les pédales et qu'il va mourir, en fait, hein, clairement, si Abu ne décide pas de rompre le serment qu'ils se sont fait, à savoir qu'une première en solitaire, c'est chacun pour sa peau, quoi. On ne compte pas sur moi s'il était en difficulté. Bon, il sait très bien que de toute façon, même s'il arrive au sommet, ça ne sera jamais reconnu puisqu'il est descendu sauver Fukamashi. Et évidemment, Fukamashi est en train de mourir à ce moment-là. Et c'est marrant parce que les types qui étaient justement ces fameux 8 sommiteurs de Chamonix qui étaient la première à Chamonix, donc, qui sont 8, qui étaient 8 dans la salle qui avaient grimpé l'Everest, me disaient, notamment François Damilano, c'est incroyable parce que c'est des choses qu'on a tous plus ou moins vécues, heureusement, pas jusqu'au bout, mais on ressent un petit peu ce qu'on voit à travers les dessins. Donc en effet, le dessin permet de garder un petit peu de recul par rapport à la réalité. Et puis le message aussi, c'est peut-être de se dire, si on n'arrive pas au sommet, c'est pas si grave que ça. Et voilà, parce que à la fin, l'appareil photo, la pellicule est développée, mais bon, qu'il soit arrivé en haut ou pas, c'est pas le plus important en fait. Alors non, ça c'est une longue discussion qu'on avait eue, parce que il faut savoir que quand Konrad Anker a retrouvé le corps de Mallory, Bakuyo Iwakura et Taniguchi ont changé la fin du manga et ont fait développer la photo où on voit la photo de Mallory et de Yorin au sommet. Ça, c'est une longue discussion qu'on a eue entre nous et moi, j'ai jamais été pour cette option-là, dans la mesure où on ne sait pas. C'est un événement historique, ça fait 100 ans maintenant, 2024, ça fait exactement un siècle qu'on se pose la question, comment nous, on peut décider que finalement ils sont allés au bout. En fait, le corps de Mallory a été retrouvé, mais pas l'appareil photo. Absolument. Voilà, on ne saura jamais. Ah ben ça, oui, l'appareil photo, pour l'instant, il n'a jamais été retrouvé. Alors, depuis 1 mois et demi, Jimmy Chin, qui est un grand copain de Konrad Anker, ils ont fait plein de trucs ensemble, a fait une expédition lui aussi pour maintenant retrouver le corps d'Erin en se disant peut-être l'appareil photo c'est sur le corps d'Erin. Manque de bol, il a trouvé un pied. Donc c'est rare d'aller planquer un appareil photo dans sa chaussure quand même, surtout quand on est à 8000 et quelques. Donc voilà, la question, à moins qu'on ait encore des surprises et qu'ils vont diffuser les informations comme ça au coup par coup, et que dans 2 mois, on saura que finalement, il y a un autre bout qui a été retrouvé dans un périmètre de... C'est beaucoup de business quand même, tout ça. Puis on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de morts. Hein. Enfin, le danger est toujours présent. Et d'ailleurs, il est très bien représenté dans le film. Notamment, on voit l'utilisation de la couleur rouge à un moment donné qui représente le manque d'oxygène et puis la mort qui approche ou qui menace. Oui, c'est un sport dangereux. Effectivement, personne ne dira le contraire. Bon, après, ce sont des risques que les grimpeurs acceptent. C'est sûr que c'est souvent, d'ailleurs c'est une discussion qu'on avait eue quasiment à la fin du film avec toute l'équipe, parce que
une partie de l'équipe avait retenu, l'équipe vraiment très très proche de la production, quand les équipes créatives avaient retenu que, notamment en termes de musique, que c'était très dramatique et que du coup, dans la musique, on ressentait beaucoup cette notion de drame, de mort qui menace à tout instant, comme vous le disiez. En fait, c'est pas ça qu'on voulait montrer. Donc on entendait quelque chose qu'on ne voulait pas montrer au fond, parce que même si c'est dangereux, même s'il y a des gens qui meurent, tant qu'ils ne sont pas morts, et tant qu'il n'y a pas eu d'accident, ils sont heureux comme tout d'être là-bas. Et ça doit aussi se transmettre par le son et la musique. C'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre une musique larmoyante sur quelqu'un qui est en train de passer gravir un passage difficile dont on sait qu'il est en difficulté. Il peut être en difficulté à tout moment, mais tant qu'il n'est pas tombé, il est heureux d'être là. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut en rester là. Moi, je voulais vous remercier d'être venu, d'avoir fait cet effort, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Ça, c'est sûr que on peut pas tout prévoir avec la montagne, et donc y compris à côté d'un port. C'est parfois des clins d'œil comme ça du destin qui font que il y a de la neige pour semer des dieux ce soir. Pourquoi pas. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je sors de la projection du film d'animation Le Sommet des Dieux et du ciné-débat avec le producteur du film, Jean-Charles Ostorero. Pour l'occasion, j'ai décidé de venir à votre rencontre pour recueillir vos impressions, vos réflexions, à travers quelques questions. Salut, tu t'appelles comment ? Bonsoir, je m'appelle Julien. Enchanté Julien, j'ai une petite question pour toi. L'Everest représente un sommet mythique. Alors selon toi, ce sommet symbolise-t-il plutôt une quête de vérité, de gloire ou une fuite ? Alors c'est une bonne question, je pense que la quête de l'Everest a beaucoup changé pendant ces dernières années. Aujourd'hui c'est devenu un circuit assez touristique, donc je ne sais pas si ça représente vraiment une quête de vérité ou une fuite plus qu'une performance à l'heure actuelle. Je pense que les pionniers qui ont découvert certains sommets, qui ont fait les premiers tracés, devaient avoir certainement une quête un peu plus chargée de symboles. Après c'est peut-être une réflexion de vieux con de dire qu'aujourd'hui ça a moins de portée, mais sachant que c'est devenu quelque chose d'accessible et presque de sexy d'aller faire des monts aujourd'hui, peut-être que des gens y vont avec moins de... Enfin, une motivation plus poussée par la performance, vraiment, même si à l'époque la performance entrait aussi en compte. Mais je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. La quête de la vérité, c'est aussi une quête de fuite finalement. Donc je pense que tout se rejoint, il n'y a pas vraiment un terme à garder au-dessus des autres. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'était hyper intéressant. À quel moment tu penses que la quête de l'alpinisme devient une obsession destructrice plutôt qu'une simple recherche de performance ? Je pense que le grimpeur a l'idée que la vie est quelque chose qui a une fin. Et je pense qu'il y a une recherche de destruction dans le sens où comment est-ce que je vais me consumer sur mon temps de vie qui est fini, où mon corps prend de l'âge, je n'aurai pas forcément toujours des performances, et c'est comment en fait tu vas user ton énergie. Donc c'est une destruction mais qui apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on se détruit tous un peu plus chaque jour. Il n'y a pas besoin d'aller gravir un sommet pour se détruire. Donc c'est plutôt où est-ce qu'on choisit de se détruire et en faisant quoi. Je m'appelle Lucie. Enchantée Lucie, alors j'ai des petites questions pour toi à propos du film. Le film montre des alpinistes prêts à risquer leur vie pour atteindre l'infini. Selon toi, pourquoi la recherche de la gloire ou de la vérité est-elle parfois plus forte que la peur de la mort ? Parce qu'en fait, j'ai pas eu forcément cette vision-là sur le film. Comme je disais tout à l'heure en sortant avec mes amis, j'avais plus la vision sur la passion. Pour moi, c'est un film qui parle de passion, de pourquoi on fait ça, pourquoi on fait des actes ou des choses où on n'a pas vraiment le sens, ni la raison nous pousse à le faire sans vraiment savoir pourquoi. C'est ce qu'il dit et cite dans le film. Après, forcément, j'ai un sentiment fort pour le photographe parce que, étant photographe, ça m'a touché là-dessus, mais ça peut toucher n'importe qui avec n'importe quelle passion. Et du coup, bien évidemment, par le fait d'utiliser des alpinistes,
ça touche tout le monde, comme on disait, par le fait d'être un promeneur du dimanche, de monter, de faire ses petites promenades ou de monter l'Everest. C'est pas forcément comparable, mais dans la sensation qu'on peut avoir de liberté, de bien-être, chacun peut s'y retrouver. Du coup, pour toi, c'est pas vraiment une quête de gloire ou de vérité dans le film, en tout cas de ce que tu as ressenti, c'est plutôt une passion qu'on essaye d'assouvir. Il y a un truc aussi où, comme il le montrait bien, il y a ce côté aussi de l'ego qui parle, on va dire, où c'est un domaine où tu montes ou tu meurs, et si quelqu'un meurt, si quelqu'un doit mourir, parfois ils prennent le choix pour leur propre vie et leur propre passion aussi. Et ça montre très bien sur quoi on peut aller, jusqu'à où on peut aller plutôt pour une passion sans vraiment savoir pourquoi on fait ça. Tu disais que tu avais été touchée par le personnage photographe dans le film. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'expérience visuelle et même émotionnelle proposée par le film ? Pour le coup, c'est beaucoup les bruitages, vraiment tous les côtés du bruit de la neige, du bruit des vis, des accroches, des mousquetons qu'ils mettent en place. Enfin, il y avait vraiment ce côté un peu immersif quand il tombe. On le sent tomber, on a peur avec lui, cette sensation de froid qui gagne le corps petit à petit, on le ressent par les couleurs, ne serait-ce que, c'est tout bête, mais au tout début, il y a vachement des couleurs rosées, violines du matin. On vit aussi un peu avec le rythme de la journée, de saison. Donc c'est, je trouve, immersif par je sais pas plus ou moins, mais par le bruit beaucoup et par les couleurs utilisées tout du long du film. Merci. Le film Le Sommet des Dieux, sorti le 22 septembre 2021, était donc projeté au Sirius. Si vous souhaitez pouvoir visionner ce film, il est disponible pour le prêt dans plusieurs bibliothèques du réseau Le Havre. Demain, nous parlerons cinéma et séries avec les sorties de la semaine pour un autre Mag à l'Ouest à 17h. Et pour se quitter pour cette fin d'émission, Atmosphère nous chante OK, un titre issu de leur album So Many Other Realities Exist Simultaneously. Cet album est sorti en 2023. Très bonne soirée à vous. Gonna be alright. It'll be okay. I think that needs to be established for all of us that are easily distracted, impatiently waiting for that American dream, staring at the cracked screen of my anti-fax machine. Crash landed where the woke intersect with the exhausted. They asked if I'm depressed, I don't doubt it. I was told it all began as a quest for some knowledge, progress. After you process the conflict, I'll be okay. And if I got one wish, I'd probably waste it trying to make myself an optimist. It's ironic because most of my thoughts are positive. Just hop in the whip, I promise not to drive off of the cliff. Happiness is my favorite physical feature, but I'm afraid I'll figure out that it's a mythical creature. I need to believe in a simulation that we living in. Spent the whole stimulus check on some stimulants, I'll be okay. Just freestyle the answers. If you feel it, put your hands up in front of surveillance cameras, okay? I don't take the buffet for granted, make you understand it when you see me licking my plate. We gotta travel through space to keep the family safe. Check your connections, can they handle the bass? If they reflect your face, it amplifies the existence of your significance, but only if you survive the collision. It'll be okay, even if you're feeling like there ain't no way. You're still with us today, it's gonna be okay. Okay. Alright, it'll be okay. Even if you're feeling like there ain't no way, you're still with us today, it's gonna be okay. Okay. I think I'm feeling alright.
alright. And I'll admit that sometimes I'm probably tongue-tied. Got me staring at the sun like my shoes ain't come untied. The clown face got replaced by this mountain of the Midwest average from the mid-2000s, And being the best was never the intended destination. I just want appreciation for my presentation. Even if I was the only human left in population, this is dedicated to the dedication. You better love yourself today, cause tomorrow will be harder. Put your guard up, don't let them penetrate your armor. Collect whatever crumbs you got and keep them in a bread box. You knew I was the one when I was sleeping in the wet spot. And maybe if you had $1 for all of your doubters, maybe you could grow a salad and water the flowers. I know the zookeeper seen my leash and my collar. I'm in a tuxedo smoking weed in the shower. It'll be okay, even if you're feeling like there ain't no way. You're still with us today, it's gonna be okay. Okay, alright, it'll be okay. Even if you're feeling like there ain't no way, you're still with us today, it's gonna be okay. Okay, I think I'm feeling